Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous business. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau Betty Fosta. Bonsoir Betty. Bonsoir Céline. Alors Betty Fosta, c'est la boss d'Ipeos. En plus, ça rime, c'est super. Ipeos qui propose des solutions aux entreprises en informatique, Internet et réseau aux Antilles Guyane. Alors Betty, dites-nous deux mots de cette aventure entrepreneuriale. IPO, c'est un peu plus de 10 ans d'aventure. Déjà, l'équipe s'est étoffée. C'est une équipe qui a d'abord montré son expertise dans le domaine des solutions open source au niveau Internet. Parce qu'avant, c'était des solutions, on va dire, un peu à la papa ou un petit peu très onéreuses pour ce que c'était. Donc, on a démocratisé, on a montré un petit peu ce qu'on pouvait faire d'innovant, etc. Sur le marché du web. Et on a accompagné beaucoup d'administrations et de collectivités à avoir en fait des plateformes dignes de ce nom au niveau du web. Après, on s'est attaqué un peu plus au marché de l'informatique, mais plus sur le côté réseau open source, dans le sens où maintenant une entreprise, quand on arrive, on doit avoir une personnalisation de son réseau, un système d'information à minima, c'est-à-dire que pouvoir partager des données, pouvoir avoir une authentification de chaque personne qui atteint un réseau, que ce soit sur un réseau filaire ou Wi-Fi, etc. Donc ça devient des choses de plus en plus triviales parce que l'open source permet vraiment de non seulement de diminuer les coûts, mais de voir les choses un peu plus simplement. Alors justement, Betty, ce côté, utiliser l'open source, il y a un côté militant, une certaine vision de l'Internet aussi. Effectivement, alors c'est un côté d'engagement militant, mais il faut savoir que ce n'est pas uniquement la gérante, la boss de IPOS qui est militante, mais c'est tous les collaborateurs qui sont engagés. Parce que, tout simplement, on a le directeur technique, Olivier Roité, qui est non seulement engagé parce que, il intervient, il développe des solutions qu'il partage, il anime, il évangélise sur ce qu'est l'open source et les logiciels libres, ce que ça change dans le modèle économique de l'informatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juste faire payer un droit d'utilisation. On construit, on apporte, on redonne à une forme de communauté mondiale ce qu'on produit, parce qu'on peut produire localement des solutions ou ajouter des briques à cette solution qui devient soit plus performante ou soit plus adaptée à des situations précises. Un exemple simple, c'est le cas en fait de la gestion de parcs informatiques. Il y a eu une solution open source qui a été créée au départ. Alors open source, juste pour deux mots pour les gens qui ne connaîtraient pas, open source c'est l'Internet accessible à tous, libre et gratuit surtout. Alors disons que génériquement c'est la volonté, mais après ça répond en fait à quelques éléments de base. Open source, ça veut dire que le code est ouvert, les sources de l'outil est ouvert, ce qui veut dire que ça donne le droit à tout un chacun d'améliorer ces sources-là, de proposer d'autres solutions et d'aller un peu plus en avant, donc de contribuer. Il faut savoir en fait que le Brésil, l'Allemagne font partie des moteurs de l'open source. Jean-Marc Ayrault en France a fait un circulaire pour la promotion de tout ce qui est open source et logiciels libres parce que ils se sont aperçus que lorsqu'on utilise open source, on crée vraiment une valeur ajoutée au local. Ce sont des entreprises locales qui contribuent et pas une question où on paie des licences et quasiment tout l'argent retourne aux États-Unis. Donc c'est vraiment à la fois le modèle économique, la façon de travailler, mais c'est aussi un modèle de business qui permet au pays de créer en fait de la richesse localement et de l'expertise localement. Et justement sur nos marchés antilo-guyanais, ce marché de l'open source, à votre sens, est-ce qu'il est plus ou moins développé que certaines zones, peut-être en Europe ou même aux États-Unis? On est comment en fait sur ce marché-là? Alors sur le marché de l'open source, aux Antilles et la Guyane, effectivement, il y a pas mal de sociétés qui peuvent utiliser des outils open source. Après, il arrive que certains ne disent pas que c'est de l'open source et ils font passer comme étant leur travail. Or, lorsqu'on travaille en open source, on est très clair sur ce qui est offert et c'est ce que notre travail, c'est contribue à faire de la valeur ajoutée à partir de ces briques de base. Ça peut être du développement supplémentaire, ça peut être de l'intégration, des fonctionnalités que demandent les clients, mais ça peut être aussi de la formation et de l'accompagnement. Un exemple simple, à partir d'un outil pour le e-learning, au départ, on a un outil pour... Donc la formation en ligne. Voilà, la formation en ligne. On développe
des usages pour créer un espace de travail où au lieu que des étudiants ou des salariés puissent arriver avec un tas d'outils, etc. dans leur sac, mais ces éléments-là sont sur une plateforme. On crée en fait des éléments de messagerie, on crée un environnement de travail qui devient, dans ce cas-là, dématérialisé, numérique. Et donc, on est parti de simplement la formation en ligne pour créer tout un environnement numérique à partir de ces solutions-là. Donc aux Antilles, oui, effectivement, il y a de plus en plus d'utilisation. Après, tout dépend un petit peu de la démarche. Au niveau national, les sociétés qui sont dans l'open source et les donneurs d'ordre qui regardent un petit peu ce que font les acteurs de l'open source vérifient, mais ok, ils utilisent ça, mais est-ce qu'ils contribuent à la communauté open source, dans quelle mesure en fait, où en fait ils sont réellement des acteurs de l'open source. Et ils apportent aussi leur pierre à l'édifice quelque part. Exactement. Alors Betty, je sais que vous êtes une Caribéenne convaincue, vous n'allez pas me dire le contraire. Comment vous... Alors on entend plutôt souvent les entreprises guadeloupéennes partager ces difficultés à exporter sur les marchés de la région. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que c'est des marchés imprenables, les îles voisines? Ce ne sont pas des marchés imprenables. La preuve en est, il y a des structures, des sociétés qui y sont. Je vais vous raconter l'anecdote d'un client pour lequel on a développé en fait un site de e-commerce, un gros site de la place sur certains produits. Il s'est avéré que sur sa plateforme, au départ, il avait des clients de Saint-Martin et puis des îles du Sud qui étaient très contents. Mais rapidement, des gens d'Antigua, des gens de Barbade, etc. Mais lui commande. Du coup, il ne s'embête pas. Il prépare la commande, il gère tout ce qui concerne, etc., les transactions. Et l'intérêt, en fait, en plus, c'est que pour l'instant, au niveau du marché caribéen, il n'y a pas une très forte structuration de ce qu'on appelle la taxe douanière et l'environnement du e-commerce, puisque justement, j'ai participé, en fait, à une forme de perfectionnement au niveau de tous les ministères du commerce de la zone sur ce qu'on appelle la gestion du e-commerce et la notion, en fait, de tout ce qui est les aspects légaux du e-commerce et du commerce en ligne ou des transactions en ligne. C'est en train d'être défini dans la Caraïbe. C'est pas comme en Europe ou à Singapour où il y a des textes, tout est codifié. Donc c'est très libre pour l'instant. Voilà, on a un avantage concurrentiel à y aller. Donc c'est le moment, voilà, si on réfléchit bien à ces aspects légaux. Alors, bien entendu, il y a toujours aussi, on envoie de la marchandise, il y a les contraintes de transit, etc. L'aspect logistique. Mais j'ai envie de dire, à partir du moment où on a une logique mondiale et numérique, on dépasse ces aspects-là parce que tout est déjà au niveau mondial, il y a déjà des textes sur lesquels on peut s'appuyer. Et au contraire, on a un avantage concurrentiel sur ces aspects douaniers. C'est-à-dire que comme certains pays de la Caraïbe n'ont rien prévu, dans ce cas-là, ce qui prévaut, c'est les lois françaises. Tout simplement. Donc il faut y aller, c'est le moment. Un mot de management peut-être. Alors la question, est-ce qu'on est manager ou est-ce qu'on le devient, Betty Fosta, au fil des années? Alors, je dirais qu'on le devient, on apprend. Je pense que nulle école ne peut apprendre ce qu'est un manager. Et un manager, c'est celui qui apprend de ses succès, certes, mais surtout de ses échecs. Les premières fois, j'ai pas eu une formation forcément commerciale ou de vente, etc. Et l'approche, c'était plus un peu universitaire, d'expliquer, de empirique. Convaincre. On part de l'expérience. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est une démarche à acquérir. On apprend énormément de ses clients qui vous renvoient des éléments, des signaux, etc. Ça, c'est un point positif. Au niveau des collaborateurs, je veux dire, on est entre nous. C'est-à-dire que c'est la première force de l'entreprise. Ce ne sont pas juste des objets. On est ensemble. Et au niveau de l'IPOS, c'est clair qu'on a un esprit de famille parce que on échange, on discute énormément et dès les premiers signaux, dès qu'il y a quelque chose, on ne va pas attendre que quelque chose pète, on se dit les choses. Et ça, c'est quelque chose d'important. La communication, c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Et puis, je veux dire, si en début d'année, on ne discute pas, sous cette année, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu envisages pour toi, pour la société, comment tu vois les choses. Je veux dire, sans être une grosse société, on peut discuter 5 minutes avec son collaborateur là-dessus, quoi. On est dans le partage et moins dans la hiérarchie comme vaut mieux éviter. C'était le management d'un certain temps. Et puis la minute militante, bien sûr, vous êtes une femme chef d'entreprise. Alors,
Est-ce que vous êtes l'illustration de ces femmes qui font sauter le fameux plafond de verre et qui vont au-delà peut-être des préjugés d'un monde jusqu'ici assez masculin, c'est vrai, dans les postes de direction Alors déjà, dans le secteur informatique, il m'arrive d'être souvent la seule femme. Alors ça fait quoi comme impression ça, ça surprend, ça calme Disons que j'ai la chance d'avoir fait mon service militaire et d'avoir été entourée. Faut pas vous embêter alors. J'ai fait de l'aïkido, mais bon, ça j'ai oublié pas mal de prises. Donc voilà, mais ce qui est important, c'est qu'au niveau engagement, c'est que il faut réellement s'imposer. On n'est pas juste une femme, on est un chef d'entreprise, point. Et si tant qu'on se verra comme étant la femme, en ayant des passes d'or, etc., on va vous prendre pour ce que vous êtes, une femme qu'on va servir de potiche. Donc si on vous prend comme un partenaire, il n'y a pas de raison, on ne voit même pas votre sexe, point. Il y a des gens qui... Voilà, je te parle comme à n'importe quel homme. Je dis c'est gentil, mais je suis une femme. Un alter ego. C'est clair. On dit deux mots également de la casquette, parce que vous en avez de nombreuses. Hein. J'ai presque honte à les énumérer tellement il y en a. En plus, vous êtes maman, il faut le dire. La JCE, la Jeune Chambre économique. Alors, la Jeune Chambre économique, je suis engagée là aussi il y a plus de 10 ans. Et il se trouve que la semaine prochaine, le mardi 29 septembre, c'est la Journée mondiale du cœur. Et donc, à cette occasion, à Gourbert, de 9h à midi à peu près, il y aura en fait beaucoup de sensibilisation sur cette question-là. Donc, il y aura la Croix-Rouge qui nous a aidés, qui a prévu en fait de faire des séances vraiment d'explication, comment sauver quelqu'un, comment reconnaître les signaux, etc. Et on profitera aussi en fin de partie de faire une collecte pour justement notre jeune chambre partenaire à la Dominique, JCA Dominica, de façon à montrer aussi notre contribution et notre solidarité à ce réseau jeune chambre qui est mondial, 200 000 membres à travers le monde. Et au niveau de la Caraïbe, il y a à peu près une dizaine de ce qu'on appelle des chapitres, c'est-à-dire des jeunes chambres locales. Et donc, quand on a eu Hugo, etc., ils ont su être solidaires, pas forcément de manière monétaire, mais en envoyant du monde. Là, ils ont besoin de nous. On doit aussi pouvoir les épauler. Et au niveau du 29 septembre, cette journée mondiale du cœur, on doit marquer de l'esprit que cette action en fait de massage cardiaque, de savoir sauver une vie, chacun peut être un ambassadeur dans son travail au niveau de son établissement scolaire. Voilà, du business à la solidarité. Vous êtes aussi membre de Guadeloupe Tech, il ne faut pas l'oublier. Mais quel est votre secret, Betty, pour être sur tous ces fronts? Alors, c'est vrai que je suis vice-présidente de Guadeloupe Tech, mais si je suis sur tous les fronts, c'est qu'à la Jeune Chambre, c'est une bonne école de formation. J'ai suivi 2 formations qui étaient intéressantes. La formation gestion du temps, qui me permet vraiment de savoir... C'est ça, il faut être organisé. Concilier. Gestion du stress, parce qu'à partir du moment où on a du stress, on n'arrive pas à grand-chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont le phénomène de burn-out, parce qu'ils ne savent pas gérer leur stress. On ne sait pas s'arrêter et lever le pied surtout. Exactement. Et sinon, au niveau de Guadeloupe Tech, on a aussi de belles actions qui sont à venir, notamment le Web Apéro le 1er octobre. Que de réjouissance. Exactement. Eh bien, merci Betty d'être venue partager ce moment avec nous. C'était un grand plaisir. Je dis 2 mots du prix Orange et Elle. C'est un appel pour les femmes porteurs de projets dans le digital. Vous avez jusqu'au 5 octobre pour faire parvenir votre dossier. Tous les renseignements sur le site www.prixorangeetel.com www.prixorangeetel.com. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous business. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.